Ces éléments celtiques, ils sont parfois à aller visiter encore un peu plus en amont dans le temps. Nous n'avons pas encore toutes les preuves, mais en tout cas, la place de l'univers celte, qui n'est pas encore assez enseigné d'ailleurs, ni dans les écoles, ni dans les universités. Nous entendons parler de l'art romain, de l'art grec, de ce qui s'est passé en France après, mais quand même encore assez peu de cette influence je dirais, du monde celte, qui est un monde absolument énorme, qui a recouvert quasiment l'ensemble de l'Europe, voire nettement plus loin, d'éléments que nous allons retrouver justement dans ce livre de Kells, qui sont des éléments courbes, qui font allusion, et évidemment j'ai pris l'exemple le plus proche de nous, qui est le cairn de Gavrinis, que vous avez sans doute tous un jour visité, qui est un monument mégalithique situé sur l'île de Gavrinis, à la Montpadelle, et qui, je dirais, qui est classé au monument historique depuis 1901, et qui nous montre justement ces courbes assez étranges que nous allons retrouver, vous allez voir, pendant toute la conférence, nous allons circuler dans cette logique, qui est une logique justement totalement opposée à la logique gréco-romaine, qui est au contraire toujours très organisée, qui a des traits qui vont d'un endroit à l'autre, alors que dans cette civilisation celte, on est tout de suite confronté à l'idée que la ligne est courbe, que la ligne n'a pas de début et n'a pas de fin, et qu'elle célèbre a priori une connaissance et une compréhension du monde qui est assez différente de la compréhension du monde qui va être celui des gréco-romains, puis après les catholiques. Les catholiques vont prendre un certain nombre, le monde catholique va prendre un certain nombre d'éléments qui viennent du monde celte, en tout cas les endroits où ils vont s'installer, où ils vont installer les églises, les chapelles tout d'abord, en premier, et puis aussi les dates et les rythmes de fête. Mais ils ne prendront pas, en l'occurrence, cette écriture, qui est une écriture tout à fait spécifique et qui reste en tout cas tout à fait la nôtre et sans doute peut-être la plus intime des définitions que l'on peut avoir de ce monde celte, qui est assez impressionnant. C'est assez impressionnant qu'on ait pu l'effacer aujourd'hui dans les études historiques et que l'on ne l'apprenne pas à l'école, puisqu'il est quand même, autant que le bassin méditerranéen, les Grecs et les Romains, il est autant géniteur, je dirais, d'une pensée, d'une manière de sentir et d'une manière d'exprimer l'art, comme vous le verrez d'ailleurs au fur et à mesure de mon propos. Parmi les choses que l'on peut découvrir, on a les Étrusques, qui étaient au nord de l'Italie, qui sont les Celtes, ils ne sont pas les Romains, qui sont bien avant la création de Rome, et qui eux aussi ont à peu près les mêmes représentations et également le même bestiaire très étoffé et très varié. Alors pour revenir à l'Irlande, en Irlande, pour passer de Gavrinis à l'Irlande, nous avons le site archéologique de Newgrange en Irlande, qui est le site le plus célèbre, le plus ancien de l'île, qui est absolument magnifique, et dans lequel vous allez retrouver une porte d'entrée. Vous avez la porte de l'entrée du tombeau qui, on dirait qu'on a Gavrinis numéro 2, qui s'est transporté là-bas. On retrouve cette fameuse volute de vie, qui est la puissance de l'énergie vitale, qui est la puissance du cosmos, et qui est une énergie surtout. Alors je pense que la physique quantique finira par nous prouver que les Celtes avaient raison, en tout cas que leur croyance n'était pas complètement invraisemblable et qu'ils avaient peut-être une intuition de l'univers assez juste, puisque cette énergie, en fait, elle n'est jamais d'un angle à angle droit, elle ne peut pas fonctionner puisque c'est une énergie électrique, donc elle ne peut pas fonctionner à angle droit, elle ne fonctionne qu'en courbe, et elle est inépuisable. C'est une énergie absolument inépuisable. Alors vous voyez ici un poignard qui a des représentations de cette force-là, avec une très belle ornementation. Ce sont des éléments évidemment archéologiques. Il faut attendre effectivement ce fameux Books of Kells, 800 après Jésus-Christ, pour trouver effectivement des éléments non plus sur l'archéologie, en tout cas sur des objets, mais véritablement sur un livre. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi on a quelque chose d'avant quand même? Eh bien tout simplement parce que je vous rappelle que la civilisation celte est une civilisation orale, fondamentalement orale. Ça n'a rien de négatif en soi, mais effectivement,
je dirais, ce n'est pas par le monde celte que l'écriture est arrivée, c'est par le bassin méditerranéen, avec différentes formes d'écriture d'ailleurs qui vont se succéder. Et nous avons cette logique de mémoire collective qui va passer, qui est toujours d'ailleurs entretenue par le monde nordique aujourd'hui, de manière très très profonde. Mais effectivement, à un moment donné, il y a une rencontre entre ce savoir et puis les écrits, effectivement, des moines. C'est le symbole absolu de l'Irlande dans le monde entier. C'est à la fois le symbole de la beauté, de la rareté, mais aussi de l'érudition. Et aussi la preuve que ce catholicisme, enfin cette transmission du monde catholique va partir de l'Irlande pour revenir effectivement en Bretagne. Effectivement, il a travaillé pour la maison HB Henriot, avec une publicité d'ailleurs que j'ai retrouvée de l'époque qui montre ses travaux. Voilà ici un élément qui reprend d'ailleurs précisément un élément du livre de Kells, dans sa précision, qui est justement une tasse. Nous aurons quelques éléments à vous proposer dans l'exposition qui confirmeront effectivement cet intérêt du public pour l'entrelac et pour ces formes assez étranges. Alors aujourd'hui on se parle devant ces gravures. Bon, je ne vous dirais pas que quand elles sont sorties dans les années 30, tout le monde se les arrachait. Ici, la gravure s'appelle le Raz. Et elle date effectivement de 1924. C'est une des plus grandes d'ailleurs de la série. Alors, il a repris aussi des grandes histoires comme l'histoire de la ville 10 et des choses comme ça. Et il a illustré aussi les souvenirs d'enfance et de jeunesse, effectivement d'Ernest Renan, toujours avec ces fameuses gravures de bois de fil. Alors, elle s'intéresse, c'est clair et net, on a trouvé des archives écrites, manuscrites, qui raconte qu'elle s'intéresse profondément au livre de Kells, elle l'a étudié, elle l'a épluché, et elle va aller chercher des détails là-dedans. Elle s'intéresse moins à la couleur qu'à la forme. Donc ici, vous avez une stylisation qu'on retrouve dans le livre de Kells en noir et blanc, une stylisation de fougère. Elle va également reprendre cette fameuse abécédaire des volutes, et elle va reprendre le fameux triskel qu'on va retrouver de manière récurrente dans le livre, et elle va en faire par exemple des broderies pour oreiller ou des broderies pour table de salle à manger. Tout était bon pour développer effectivement cette nouvelle grammaire et la faire fructifier. Donc on a des archives dans l'exposition, qui sont des archives dont nous remercions d'ailleurs la famille de nous avoir donné le droit de reproduction. Je vous remercie.